à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien spécial que nous accorde le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Père Nomas Zagré. Bonsoir, monsieur Zagré. Bonsoir. Et merci de répondre à nos questions. Réforme de l'armée, sécurisation du territoire, mais aussi l'épisode du putsch déjoué, autant de sujets et bien d'autres que nous allons aborder tout au long de cet entretien que j'ai le plaisir de mener en compagnie de 3 confrères. Gérard Koulibaly des éditions Sidoya, Boukari Zouanga de la Radio Nationale et Aubin Guébré de la télévision BF1. Et alors pour commencer, le premier thème de cet entretien, réforme de l'armée, c'est un sujet d'actualité. Aubin Guébré, la commission chargée de plancher sur cette question a été installée ce mardi 8 décembre à Ouagadougou. Oui, Jean-Emmanuel, avec bien sûr des directives assez claires, 3 principalement générales, données par le président de la transition, chef suprême des armées, ministre de la Défense. Il est question donc du retrait définitif de l'armée de la scène politique, de la question de la responsabilité, de la question de la bonne gouvernance. Alors, comment vous comprenez déjà sur ce premier point, la question du retrait définitif de l'armée de la scène politique? Comment vous comprenez ce retrait? Est-ce que ça veut dire désormais que peut-être si le pouvoir se retrouvait encore dans la rue, que l'armée a appelé à la rescousse, l'armée devrait rester dans les casernes? Bien, je voudrais avant toute chose vous remercier d'être venu à nous pour cette séance d'entretien et traduire ma gratitude à la presse. Et non seulement à vous qui êtes là, mais aussi à vos collaborateurs et qui ne sont pas là pour l'accompagnement que nous avons toujours reçu, les forces armées nationales toujours reçues dans l'accomplissement de leur mission, l'accomplissement de leurs activités, aussi bien au plan national que sur les différents théâtres d'opération, ce qui permet de donner une lisibilité aux activités que nous menons. Et je vous remercie pour cette séance. Et s'agissant effectivement de cette cérémonie solennelle et l'installation de la commission chargée de la réforme des forces armées nationales qui a été présidée hier par son Excellence Monsieur le Président du Faso. Donc cette réforme est soutenue par 3 axes. Il s'agit donc de l'interdiction des militaires à s'ingérer dans la politique et cette option s'appuie sur les expériences que les forces armées nationales ont connues au cours des années antérieures et donc qui ont été marquées par des rôles multiples joués par des militaires à divers niveaux dans la vie nationale. Et donc l'analyse qui a été menée au cours des années antérieures, notamment l'étude prospective sur la défense nationale qui est un document de référence qui va servir à cette commission, était déjà arrivé à ce constat sur les effets négatifs de l'ingérence des militaires dans la vie politique. Et donc cette disposition, du reste, paraît dans la dernière loi qui a été adoptée au cours de cette année 2015 par la Constitution. Et nous réjouissons que la commission mise en place puisse approfondir la question et permettre aux forces armées nationales de s'en tenir à leur rôle, c'est-à-dire être subordonnées à l'autorité politique et être soumises au contrôle du pouvoir législatif. Et donc, le second axe de cette réforme, il s'agit effectivement de la bonne gouvernance militaire. La bonne gouvernance militaire prend en compte les différents déterminants sur lesquels les forces armées nationales doivent s'appuyer afin d'être efficaces dans l'accomplissement de leur mission. Il s'agit d'une bonne maîtrise des ressources humaines, une bonne maîtrise de la logistique, donc des questions relatives à l'entraînement opérationnel des forces, des questions relatives aussi à l'exercice du commandement. Et donc le troisième axe porte sur le renforcement de la responsabilité. Vous avez pu être témoin, notamment au cours de cette année 2015, avec les crises successives que nous avons connues, qu'il est important pour chaque chef militaire d'être conscient de son rôle et de ses responsabilités vis-à-vis de la nation, et afin de
permettre aux unités de se conformer aux missions qui leur sont confiées par la nation et par la République. Donc voici, s'agissant donc de la réforme, et qui va donc procéder à un état des lieux profond des forces armées nationales et examiner les différents défis, les différentes difficultés qui se posent aux forces armées nationales, et afin donc de et formuler des recommandations qui feront l'objet, comme cela a été dit, d'un CACEM, et qui sera soumis donc à l'autorité politique pour que des directives soient données aux forces armées nationales afin de les permettre en tout cas, de jouer un rôle et de tenir une place qui convienne aux lois de la République. Je voudrais relancer la question justement sur la question du retrait définitif. Ça veut dire que désormais l'armée devrait refuser de prendre ses responsabilités lorsqu'elle est appelée, par exemple en cas de crise, à s'assumer. C'est vrai, au cours de l'histoire de Burkina Faso, nous avons connu des circonstances diverses qui ont amené les forces armées nationales, et parfois malgré elles, et comme ce qui fut le cas en octobre 2014, d'intervenir sur la scène politique. Et en tant que tel, les forces armées nationales ont un devoir, en tout cas, de prendre les dispositions pour préserver la souveraineté nationale. Et c'est le rôle que nous avons joué au cours de cette année. Et nous avons l'assurance qu'avec toutes les leçons et les enseignements que le peuple a pu tirer, en tout cas de cette année de transition, et qui a année d'en faire aussi même des leçons qui ont été tirées de ces 27 années du régime précédent. En tout cas, la nation prendra toutes les dispositions pour renforcer les fondements démocratiques de la nation, et que les forces armées nationales s'en tiennent à leur rôle et à leur place afin que l'on évite des situations de ce genre. Donc je suis optimiste quant en tout cas aux perspectives pour notre pays du renforcement de la démocratie, qui nous permettra, comme à l'instar de beaucoup d'autres pays en Afrique ou d'ailleurs dans le monde, où les forces armées nationales, en tout cas, s'en tenant à leur rôle, à leur place, ne peuvent pas être sujettes à faire ingérence dans la vie politique. Alors, Général, est-ce que cela va au-delà de ces questions conjoncturelles liées, par exemple, à cette insurrection? Est-ce à dire que, par exemple, un militaire ne peut plus être nommé, par exemple, ministre dans un gouvernement? Le militaire est avant tout un citoyen, un serviteur de l'État, et en tant que tel, il a des compétences qui peuvent servir au gouvernement à des postes divers. Et sur cette base, il appartient à l'autorité politique d'apprécier l'opportunité de désigner un militaire à des fonctions administratives et techniques. Mais je tiens à réaffirmer qu'avec les expériences précédentes que nous avons vécues, et tout militaire, quel que soit son grade, quelle que soit la position qu'il peut occuper, doit s'interdire, en tout cas, de s'engager dans les organisations et les partis politiques, et observer la neutralité qui s'impose à tout militaire dans l'exercice de ses fonctions. En général, est-ce que ces réformes pourraient envisager la réintégration de vos frères d'armes qui ont été radiés lors des mutineries de 2011, qui estiment que c'est un tort qui leur est fait? Et la mutinerie de 2011, effectivement, a donné lieu à la radiation de quelques centaines de militaires, et que nous avons par moments nous-mêmes rencontrés, et leur problème a été soumis à la Commission de réconciliation nationale des réformes, et aujourd'hui le Haut Conseil qui a été mis en place, je pense, à ce dossier en main. Je pense qu'à ce niveau, la question sera approfondie, examinée, pour voir quelle suite donner aux revendications qui sont aujourd'hui formulées par les militaires qui ont été radiés des effectifs en 2011. En général, sous la transition, nous avons assisté à une nouvelle loi sur le statut des forces armées nationales. Avec ces réformes annoncées, est-ce qu'on peut s'attendre encore à une révision du statut des militaires?
Et la nouvelle loi a ceci de particulier et que nous avons donc pris de nouvelles dispositions. Il a été pris de nouvelles dispositions relatives au mariage. Voilà, le mariage et pour lequel les militaires, notamment les militaires du rang, étaient soumis à un délai de 6 ans avant de contracter le mariage. Ce délai a été rapporté à 4 ans. Une disposition aussi relative au sujet que nous venons de traiter, à l'interdiction des militaires de s'engager dans des organisations politiques. Et l'autre nouveauté de cette nouvelle loi concerne les dispositions relatives aux positions de détachement des militaires, aux positions de mise en disponibilité. C'est vrai, et donc et au niveau donc de cette loi, voici donc les nouveautés qui ont été introduites pour prendre en compte les préoccupations des forces armées nationales. Et nous allons veiller à ce qu'à travers cette réforme, notamment la question de l'interdiction des militaires à s'ingérer dans les organisations politiques, soit observée pour permettre aux forces armées nationales d'affermir leur vocation au service d'une armée républicaine, au service de la nation. Alors, général, pour revenir sur cette loi, on sait que la disposition qui a vraiment défrayé la chronique, c'est celle qui permettait désormais à un lieutenant-colonel d'être nommé général. Beaucoup ont estimé que c'était un costume taillé sur mesure, en tout cas pour permettre de nommer, en tout cas le Premier ministre pour ne pas le nommer donc général. Comment vous avez vécu cette polémique-là? Et avant donc l'avènement donc la transition, dans la loi 049, s'agissant donc des dispositions relatives aux nominations des officiers au grade général, et il est dit, je cite, que la nomination au grade général relève du pouvoir discrétionnaire du président du FASO. À titre normal pour les colonels-majors diplômés de l'école de guerre et à titre exceptionnel pour les colonels-majors ayant rendu d'éminents services ou des actions d'éclat au cours d'un conflit. Donc, voici ce que disait l'ancienne loi. Au cours donc, de cette transition et tirant leçon des expériences que nous avons vécues, et donc nous avons donc réaménagé donc l'ancienne loi sur les points que j'avais cités. Et concernant donc l'avancement des officiers, la promotion des officiers au grade général, en fait, dans la loi que nous avons soumise au gouvernement, le projet de loi que nous avons remis au gouvernement, les dispositions relatives aux procédures de nomination au grade général étaient inchangées, c'est-à-dire colonel-major diplômé de l'école de guerre à titre normal et à titre exceptionnel, les colonels-majors ayant rendu d'éminents services des actions d'éclat. Et donc, dans le processus d'examen de la loi et aux différents échelons, effectivement, il a été inséré cette disposition relative et donc au grade, avec l'insertion et donc du grade de lieutenant-colonel, et qui a fait l'objet au niveau donc, des forces armées nationales et d'un examen. Nous avons eu à formuler au cours de cette année, en tout cas au cours de cette année depuis le mois de juin, et donc au cours de cette année, en tout cas une volonté de voir s'en tenir aux anciennes dispositions. Et, bon là, je répète que la nomination étant de pouvoir du président du FASO, donc ceci a été fait. Et au niveau donc de la commission chargée de la réforme des forces armées nationales, c'est une question certainement qui reviendra et par rapport au grade à prendre en compte pour la nomination au grade général. Général, je crois que nous allons passer à présent au second thème, le putsch donc, déjoué de septembre dernier au Bénin. Oui, sur la question du putsch, très rapidement, aux premières heures, les Burkinabés, le peuple a attendu son armée pour venir à la rescousse. On a semblé penser que l'armée tardait à venir effectivement à la rescousse du peuple burkinabé. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Oui, s'agissant du putsch, c'est exactement le 16 septembre aux environs de 14h20, lorsque je terminais
et le conseil d'administration de l'histoire que j'ai été appelé par le général Djengere, m'informant de l'arrestation du président du FASO et des membres du gouvernement. Et donc sur le champ, j'ai réagi en disant que c'était un fait très grave et qui venait d'être commis et que ce fait allait entièrement en contradiction aux efforts que nous sommes en train de mener afin que les forces armées nationales se retirent entièrement, en tout cas de la vie politique, et permettent à l'autorité politique d'assumer ses responsabilités. Et donc une telle action qui entrave la transition est une faute très grave. Et donc sur le champ, j'ai convoqué les chefs d'état-major qui étaient avec moi en réunion, pour une réunion à 17h, et j'y ai associé, bien sûr, nous avons la commission de réflexion et d'aide à la décision, une commission qui a été mise en place au cours de cette année 2015 et qui permet de traiter certains sujets de niveau stratégique. Et donc tous les membres de la commission ont été conviés à cette réunion et à laquelle nous avons sollicité son Excellence M. Jean-Baptiste Ouédraogo et Monseigneur Paul Ouédraogo. Et au cours de cette réunion qui a duré de l'après-midi du 16 à 17h jusqu'au lendemain à 3h30, de manière unanime, je répète de manière unanime, en tout cas nous avons tous condamné le coup d'État et nous sommes investis à convaincre le général Djengere qui était assisté à cette réunion par le colonel-major Kéré d'arrêter l'action qui était menée, de procéder à la libération immédiate des membres du gouvernement et de se soumettre à l'autorité de la transition. Donc nous avons dû, au cours de cette nuit, et en dépit de nos insistances, nous rendre au camp Nabakoum tard dans la nuit et pour rencontrer une délégation des éléments de l'ex-RSP pour les persuader, en tout cas, de revenir sur cette action et montrer qu'il était totalement inadmissible pour les militaires, après tant de mois d'efforts de la transition, et pour permettre le retour à une vie constitutionnelle normale, de prendre de telles initiatives, de commettre de telles actions. Et donc, sur notre insistance, dans la même nuit, et donc, il a été procédé après à la libération des 4 femmes ministres du gouvernement. Et vous savez, lorsque un coup d'État, un putsch de ce genre, est une opération, j'allais dire, politique et militaire, et qui certainement s'appuie sur des alliances et des appuis. Et donc, à l'avènement du coup, nous ne savons pas quels sont les appuis et les alliances sur lesquels le général Djengere s'appuyait pour dire qu'il avait le soutien de l'armée. Donc, il fallait observer faire preuve d'une certaine intelligence pour connaître l'environnement dans lequel nous sommes, d'autant qu'ici, nous n'étions pas dans une situation où le pays était en crise avec une force étrangère. Nous avons ici, au sein d'une même armée, des composantes, et notamment le RSP, où nous savons très bien que c'était un groupuscule qui imposait le diktat à une majorité. Dans une telle situation, et l'analyse que nous avons faite, et pour ne pas prendre des décisions précipitées qui allaient mettre en péril la vie des membres du gouvernement, et puis aussi donner lieu à une escalade de la violence dont les conséquences auraient été bien plus graves que nous avons connues. Et nous sommes au niveau du commandement, et nous avons eu cette appréciation, et j'avais l'intime conviction qu'une option à l'affrontement de manière immédiate allait avoir des conséquences bien plus graves. Okay. Voici donc les raisons pour lesquelles, dans les premiers mois du putsch qui a été mené le 16 septembre, nous sommes abstenus de tomber dans le piège que nous tendaient les éléments de l'ex-RSP. Alors, général, mais l'impression qu'on a eue, c'est que la haute hiérarchie a été un peu débordée par des officiers, disons, beaucoup plus jeunes, des officiers subalternes, parce que, en tout cas, on a vu ce mouvement qui est venu de l'intérieur du pays était surtout aux ordres d'officiers, en tout cas
entre griffes des jeunes officiers, ce qui donne l'impression que peut-être la haute hiérarchie a été débordée. Bon, s'agissant du concept des opérations, c'est vrai, et en tant que chef d'état-major général des armées, j'ai dit qu'il fallait éviter toute décision précipitée qui allait mettre en péril la vie des membres du gouvernement et donner lieu à une escalade dont les conséquences allaient être bien plus dramatiques, avec la création d'un chaos et une insécurité généralisée à travers non seulement l'agglomération urbaine de Ouagadougou, mais au-delà, et ce qui pourrait exposer aussi notre pays à une insécurité supposée aux frontières. Voici un choix personnellement que j'ai fait, et lorsque effectivement, au niveau des garnisons, quelques officiers ont eu contact avec moi personnellement, et l'observation, en fait, ici, il s'agissait de voir, puisque même au niveau des jeunes officiers, c'est vrai, et tous les chefs de corps ne sont pas venus à Ouagadougou, il fallait éviter aussi d'envoyer précipitamment des officiers à Ouagadougou qui, n'ayant pas la même perception des choses, pouvaient donc eux-mêmes s'affronter. Donc voici des mesures de prudence que j'ai personnellement observées et que j'ai fait partager, et que j'ai partagé avec les autres officiers d'état-major, les autres officiers, en tout cas d'un certain niveau, et avec lesquels nous avons mené les réflexions autour de cette question. Mais lorsque les chefs de corps sont arrivés à Ouagadougou, et avant qu'ils n'arrivent, nous avons pris contact avec eux, et lorsqu'ils sont arrivés à Ouagadougou, il y avait deux options. Soit aller à l'affrontement, soit avoir un mode d'action qui évite l'affrontement. Et c'est ce mode d'action que nous avons privilégié. Et je tiens à vous rassurer que dans ce concept d'opération, nous avons pleinement associé les chefs de corps qui sont venus des autres garnisons, et ce mode d'action a été unanimement partagé, aussi bien par les officiers venus des garnisons que par les officiers ici en poste dans différents états-majors, qu'il fallait un mode d'action qui évite l'affrontement, parce que ce serait de tomber dans un piège. Donc voici comment cela a été fait lorsque les officiers sont venus des corps. Et durant les jours qui ont suivi le putsch, il y a eu une stratégie de communication qui a été développée. Les chefs de corps étaient en contact avec leurs camarades qui étaient au RSP. Au quotidien, nous avons des rencontres tous les soirs pour faire le point de situation. Pendant que les troupes étaient mobilisées sur le terrain, les hommes étaient mobilisés sur le terrain, et afin de dissuader, en tout cas dissuader les éléments du RSP sur en tout cas le risque auquel ils s'exposeraient dans le cas où ils persistaient dans leur position. Et en ce qui me concerne personnellement, avec les officiers qui nous entouraient, n'ont pas cessé, je l'ai dit, de maintenir le contact avec le général Diengéré et les officiers du RSP pour les convaincre, en tout cas les convaincre du mauvais choix qu'ils avaient fait, et qu'il fallait absolument déposer les armes et se soumettre à l'autorité du chef d'état-major général. Donc c'est ce travail qui a permis de procéder à un changement de mentalité au niveau de la majorité des éléments du régiment de sécurité présidentielle, et qui a permis d'éviter cet affrontement que nous avons connu. Donc ça relevait plus de la stratégie, puisqu'entre-temps, on vous a prêté une certaine proximité avec le général Diengéré, qui serait quelque part à la base de cette trop grande prudence, entre guillemets. C'est vrai, le général Diengéré est un promotionnaire, et j'en ai beaucoup au sein des forces armées nationales. Nous avons ensemble fréquenté l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, mais chacun a eu son parcours professionnel. Il n'a jamais été ni un confident et ni un compagnon particulier pour moi. Et en tant que chef d'état-major général des armées, je dois avoir l'intelligence pour communiquer avec les hommes, quel que soit leur rang, quel que soit leur niveau. Et c'est sur cette base qu'avec le général Diengéré, comme d'ailleurs avec les autres officiers du régiment de sécurité présidentielle, pendant qu'a duré cette crise, et pendant qu'a duré dans cette crise, je suis resté en conflit pour les convaincre qu'ils avaient fait un mauvais choix, et que personne au sein des forces armées nationales, contrairement à ce qui était dit, bien sûr, en dehors de ceux qui font l'objet de poursuites judiciaires, la justice dira ce qu'il en est. Donc de manière unanime au niveau du gouvernement, nous avons tous condamné ce coup, ce putsch, et
Et au niveau donc et de relations entre le général Diendéré et moi, il n'y a jamais eu de complicité. Et donc il n'y a jamais eu, en tout cas, un appui quelconque, un appui quelconque que le général Diendéré pouvait attendre de ma part au sein des forces armées nationales pour faire aboutir ce putsch. En général, est-ce que vous n'avez pas senti ce coup de force venir, puisqu'il y a eu quand même des signes avant-coureurs avec ces conseils des ministres avortés par-ci et là? Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez à un moment senti que non, il fallait faire quelque chose, sinon il peut y avoir un push? Au cours de cette transition, nous avons connu 3 crises. Celle du 29 décembre, celle du 4 février et celle du 28 juin. Et je tiens à vous rassurer que, en tant que chef d'état-major des armées, nous n'avons pas attendu le mois de septembre pour nous investir, afin, en tout cas, de convaincre les éléments et les militaires de l'RSP que les crises successives étaient de nature à nuire, en tout cas à la bonne conduite, la transition à laquelle nous adhérons tous. Et rassurez-vous que durant ces différentes crises, nous nous sommes investis à développer donc des entretiens avec des éléments du RSP pour les convaincre. C'est vrai, et donc cette répétition des crises, donc avec le putsch qui a eu lieu en septembre 2015, et donc sont des éléments et qui peuvent, qui nous convainquent en réalité que ces différentes crises n'étaient que des préludes à une stratégie qui avait été conçue par les éléments de l'ex-RSP. Et en tant que chef d'état-major général des armées, dès le mois de juin, nous avons mis en place un centre des opérations au regard des renseignements que nous avions sur les menaces qui pouvaient planer sur le Burkina Faso et le coup d'État. Et je peux dire que tel qu'il est survenu, cela montre à travers donc les différentes les procédures qui sont en cours, ça montre que c'est un coup d'État qui a été préparé, et donc qui a été préparé. Il n'est pas donc quelque chose de soudain, il a été préparé. Et donc, en tant que chef d'état-major général des armées, c'est vrai que nous étions conscients que la transition était contrariée, mais bon, ce coup d'État est une hypothèse qui avait été émise. Mais vous savez qu'en la matière, ceux qui en sont les auteurs adoptent aussi une stratégie pour espérer pouvoir faire aboutir leur projet. Et nous rendons grâce à Dieu, nous aura permis en tout cas d'éviter que la transition ne soit remise en cause. En général, à propos toujours de ce putsch, Oui. Il y a cette polémique de 0 mort lors de l'attaque d'Abakoum. C'est ça. Alors, et beaucoup d'observateurs ont du mal à croire à cela encore. Qu'en est-il exactement? Bon, c'est vrai. Et effectivement, lorsque nous avons rendu compte à son Excellence, M. le Président de Faso, chef suprême des armées, du résultat donc, de l'opération qui a été menée au camp d'Abakoum, donc l'opération du 29 septembre, et beaucoup ont douté du fait qu'il n'y ait aucun mort. Bon, c'est la réalité, effectivement, il n'y a eu aucun mort. C'était d'abord un choix d'éviter l'affrontement. Et si nous avons pu éviter les morts, c'est parce qu'il y a eu un travail préalable de contact et de communication qui a convaincu les éléments de l'ex-RSP qui étaient sous la domination d'un groupuscule, les convaincre donc de se soumettre à l'autorité du chef d'état-major général des armées, de déployer les armes. Et donc c'est ce qui a été fait dans la soirée du 29 septembre et lorsque nous avons commencé à envoyer les premiers tirs. Alors, général, le RSP, aujourd'hui, on parle du RSP au passé, le RSP a été dissous. Dites-nous comment se passe aujourd'hui l'intégration des ex-RSP au sein de l'armée régulière. Et dès la dissolution et donc, de l'ex-RSP, nous avons développé une stratégie de communication et les chefs d'état-major d'armée, les différents chefs, commandants de région militaire, les chefs de corps, les militaires des différentes garnisons ont été donc invités, en tout cas, à accueillir les militaires de l'ex-RSP en tant que frères d'armes. Parce que nous étions convaincus qu'une majorité de ces militaires
étaient en réalité manipulés. Et nous avons adressé des messages aux éléments de l'ex-RSP pour les convaincre qu'ils font partie de la famille des forces armées nationales et qu'il n'y avait pas lieu, en tout cas, de craindre en tant que tel pour leur sécurité tant qu'ils vont se soumettre aux lois de la République. Au cours des jours qui ont suivi, beaucoup de militaires ayant rejoint les garnisons ont été accueillis avec fraternité dans les différentes garnisons. Et aujourd'hui, je tiens en tout cas à féliciter les militaires des différentes garnisons qui ont fait un effort pour accueillir ces militaires de l'ex-RSP, qui aujourd'hui ont repris en tout cas des activités normales dans les unités et qui participent à la vie des forces armées nationales, à l'instar des militaires des autres corps. Quelle est la situation de ceux qui sont toujours en cavale? Bon, c'est vrai qu'il y a actuellement une dizaine, un peu plus d'une dizaine, en cavale. Et donc, lorsque le militaire est absent au-delà de 6 jours, il fait l'objet d'une mesure disciplinaire qui le place en position de déserteur. Donc, les mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de tous ceux qui, au-delà de ce délai, ne se sont pas présentés. Et voici la situation, en tout cas concernant tous ceux de l'ex-RSP qui ne se sont pas présentés dans le corps et qui n'ont pas donc repris service dans les unités d'affectation. Beaucoup, effectivement, ont compris après, ils se sont rendus, mais il y a qui, beaucoup également, après s'être rendus, ont été arrêtés pour la suite de la procédure judiciaire. Ça aussi, c'est une réalité. Oui, en effet, donc la justice fait son travail et donc les personnels de l'ex-RSP et bien au-delà. Et donc, même certains qui ne sont pas l'ex-RSP donc sont aujourd'hui entre les mains de la justice qui fait son travail. Et donc, je confirme effectivement ce que vous dites. La rumeur on l'a même entendu à Ouagadougou, hein, que vous aussi, entre-temps, on a failli vous arrêter. Bon, des rumeurs à Ouagadougou, on entend. Et donc, j'ai été approché par des connaissants et pour me faire part de cela. Mais en ce qui me concerne, je suis entièrement serein, accomplissant la mission qui m'a été confiée par la nation et je n'en fais pas une préoccupation. Alors, général, il y a donc des procédures judiciaires qui sont en cours. On a 2 généraux qui sont aujourd'hui donc en prison. Est-ce qu'en marge de cette procédure judiciaire, il y a également des procédures disciplinaires au sein de l'armée? Naturellement, et s'agissant donc de ces 2 officiers généraux, ils ont fait l'objet de sanctions disciplinaires. Donc, les généraux, donc, compte tenu de leur rang, ce sont les sanctions qui sont infligées par le ministre de la Défense et ces sanctions ont été effectivement prises à l'encontre des 2 officiers généraux dont vous parlez. Et de quoi s'agit-il, ces sanctions-là, concrètement? Non, ce sont des sanctions disciplinaires, ce sont des jours d'arrêt. Voilà, des jours d'arrêt de rigueur. En général, ne pensez-vous pas qu'une unité d'élite comme le RSP est nécessaire dans une armée? Aujourd'hui, le régiment n'existe plus. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous essayez de réorganiser afin d'asseoir une autre unité comme le RSP? L'unité d'élite, je pense que quand on voit ce que le RSP a pu quand même montrer au cours de ces derniers mois, bon, donc à l'encontre des lois de la République, on ne sait pas si on peut parler vraiment d'unité d'élite, parce que l'unité d'élite, c'est celle qui comprend sa mission et qui se subordonne à l'autorité politique et qui se soumet donc aux institutions de la République. Et les menaces nouvelles qui sont dans l'environnement donc extérieur du Burkina Faso, même à l'intérieur, et nous a amené depuis déjà donc 3 ans de cela à créer le groupement des forces antiterroristes, donc un groupement donc, qui est doté de moyens particuliers et des hommes qui sont entraînés et qui participent avec beaucoup de détermination à la sécurisation des frontières nord et ouest, notamment du Burkina Faso. Donc nous sommes aujourd'hui dans une démarche, un processus pour créer des forces spéciales. Donc nous avons le 25e régiment et donc parachutiste commando de Bobo. Et donc ce sont des hommes sélectionnés pour leurs aptitudes physiques, aptitudes morales, leur engagement, et qui sont aujourd'hui équipés, entraînés
donc, qui ont un potentiel efficace pour faire face aux menaces. Et nous sommes en train de développer cette stratégie afin donc de disposer de forces spéciales qui correspondent donc aux nouvelles menaces. Donc le travail est en cours et donc soyez rassurés. Une unité spéciale en construction par rapport à la sécurité présidentielle? Non, d'abord une force spéciale par rapport à la sécurité, donc à la défense, opération et territoire, face aux nouvelles menaces, notamment le terrorisme. S'agissant donc de la sécurité présidentielle, depuis donc la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, il a été mis en place un groupement de sécurité et de protection républicaine et qui est composé des militaires des corps de troupes, des militaires de la gendarmerie nationale et des personnels de la police nationale. Donc une unité mixte qui, donc constituée, assure au quotidien et donc les missions de sécurité au profit du président de la République et en tout cas au profit des personnes par lui désignées pour des tâches de sécurité. Alors, Général, nous allons aborder cette question donc, de la sécurisation du territoire. Oui. Il y a eu ce douloureux épisode donc, de l'attaque de Samourou-Gouin et avec ce dispositif qui a été mis en place donc, pour en tout cas poursuivre en tout cas, les auteurs de cette attaque. Et bien sûr, la question aujourd'hui, c'est de savoir pour quel résultat. Quel est le résultat de ce dispositif qui a été mis en place donc, pour véritablement en tout cas répondre à cette attaque? Et donc, depuis l'attaque de Samourou-Gouin, donc le 9 octobre dernier, effectivement, et même bien avant, nous avons en place dans la zone donc une unité, une brigade de gendarmerie, donc des éléments aussi de la police nationale. Et depuis cette attaque, nous avons renforcé ce dispositif en hommes et en équipement. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un bon contrôle de la frontière, une sécurisation aussi donc, des populations de la zone. Et j'ai eu personnellement à me rendre à Samourou-Gouin où j'ai rencontré aussi bien les personnels des forces de défense et de sécurité. J'ai pu m'entretenir avec quelques représentants de la population, notamment les notables, pour les encourager à s'investir dans les missions de sécurité et donc dénoncer toute personne suspecte qui pourrait se trouver dans la région. Et parce que pour être efficace, nous avons besoin du renseignement. Et cela donc, requiert la participation active des populations, non seulement de la région de Samourou-Gouin, mais aussi en toute partie du Burkina Faso, dans les villes comme dans les zones rurales ou dans les gares routières qui sont donc des sites qui sont fréquentés parfois par des individus que nous ignorons. Alors, le soutien de la population, oui, mais il faut aussi de la logistique. Et visiblement, vous n'en avez pas assez. Et s'agissant de la logistique, des efforts importants ont été faits au cours de cette année 2015 par le gouvernement pour accroître les capacités des forces armées nationales. Et nous venons de terminer une étude sur l'équipement des forces armées nationales. Donc, nous savons qu'en matière de sécurité, en matière de moyens et de défense, aucun pays ne peut se dire, ne peut dire qu'il a les moyens suffisants. Les moyens suffisants, des moyens de trop. Et donc, il faut chaque fois adapter la nature des moyens et donc aux menaces. Aux menaces, vous voyez aujourd'hui, le Burkina Faso, en raison de sa position géographique et en raison aussi de la multiplicité des actes terroristes dans notre environnement, nous savons que la menace djihadiste est une réalité, en tout cas dans notre environnement. Nous sommes conscients de cela. Et donc, le gouvernement est saisi de cette préoccupation et des efforts ont déjà été faits au cours de cette année. Et nous attendons à ce que ces efforts soient accrus pour permettre aux forces armées nationales d'être les mieux équipées pour accomplir avec efficacité et succès les missions à elles confiées. Général, l'impression qu'on a surtout, c'est qu'en termes de moyens aériens, des moyens qui sont aujourd'hui essentiels pour véritablement contrer cette menace-là, parce qu'il faut pouvoir peut-être intercepter au plus vite, en tout cas les auteurs de ce type d'attaque, mais on a l'impression que notre armée est démunie en la matière. C'est un problème général, en réalité, à tous les pays africains. Et quand on voit l'intervention des troupes françaises avec l'opération Serval au Mali,
Et c'est parce que les pays, la région était démunie. Et on voit aussi dans certaines parties du continent, et nous avons besoin de ce partenariat stratégique-là et avec des pays amis. Et là où, en tout cas, nos capacités sont insuffisantes pour faire face aux menaces. Ce que vous dites, c'est vrai. Donc, et le gouvernement a déjà été saisi de cette préoccupation et nous avons l'assurance que des solutions seront bientôt trouvées pour permettre aux forces armées nationales d'accroître leurs capacités aériennes. Et soyez rassurés que nous disposons d'un parc d'aéronefs qui nous permettent de manière quotidienne à survoler le territoire national, dans la région de Samoroua, et donc du côté nord, et lorsqu'il y a eu l'appui de l'OTAN roumain, ce sont les aéronefs burkinabés qui ont procédé donc aux différents survols, et avec des aéronefs équipés aussi d'optiques d'acquisition de renseignements. Donc nous ne sommes pas si démunis que ça, nous avons donc soumis cette préoccupation au gouvernement et nous avons l'assurance que la question sera examinée favorablement pour nous permettre d'accroître nos moyens. En général, permettez-moi de dire que le renseignement aussi fait la force de l'armée. Alors, le général Djengere était indiqué comme un des officiers généraux qui maîtrisait un peu le renseignement au Burkina ici. Est-ce qu'avec son arrestation, le renseignement burkinabé a pris un coup? Le général Djengere ne travaille pas seul. Nous avons aujourd'hui des officiers qui étaient aussi dans l'environnement, et donc du général Djengere, et qui ont pu donc acquérir des savoirs et des savoir-faire et donc en matière d'enseignement avec des partenaires stratégiques du Burkina Faso. Et nous comptons aujourd'hui les personnels au sein de nos forces qui ont reçu des formations, et aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et depuis quelques mois, nous avons aussi, en tout cas, développé ce partenariat avec d'autres pays amis du Burkina Faso pour renforcer, en tout cas, nos compétences en matière de renseignement. Donc, soyez sûrs que nous sommes conscients qu'en matière de renseignement, aucun pays ne peut avoir les moyens suffisants. Et même quand on voit les grandes puissances, donc il y a une nécessité de procéder au partage et à l'échange et donc des informations. Nous travaillons parallèlement avec les pays amis, les pays voisins, le Mali, le Niger et au-delà, parce que aujourd'hui nos frontières sont poreuses. Et donc, le danger, la menace est très furtive. Et donc, nous sommes conscients de cela. Et ainsi, dans le cadre du G5 Sahel, des dispositions aussi sont prises pour développer le partage et l'échange en matière de renseignement. En général, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que l'armée aujourd'hui est toujours inefficace face à la question de l'insécurité au niveau interne et le grand banditisme? Parce qu'en dépit des efforts qui sont faits, il y a toujours des menaces de ce genre dans les grandes métropoles, notamment dans le Sahel et l'Est. Bon, le Burkina Faso est un pays qui a 6 frontières, et ce qui n'est pas le cas parfois de beaucoup de pays. Donc, avec ces 6 frontières, nous savons qu'il y a un grand trafic d'Est à l'Ouest, de l'Ouest à l'Est, du Nord au Sud. Et nous avons assisté au cours de ces années à un développement des activités socio-économiques dans les grandes agglomérations urbaines comme Ouagadougou. Imaginez tout ce qu'il y a comme mines et sites d'orpaillage à travers le Burkina Faso. Donc, il y a un flux monétaire important qui circule. Et tout ceci suscite auprès des individus mal intentionnés et des méthodes comme le banditisme ou la criminalité pour s'enrichir. Et nous sommes conscients de ce problème. C'est un phénomène de société, Et donc, nous travaillons avec toutes les forces de défense et de sécurité, police nationale, les douanes, les eaux et forêts, et donc la garde de sécurité pénitentiaire, la police municipale qui occupe les zones urbaines. Nous travaillons tous ensemble et pour conjuguer nos efforts afin, en tout cas, là aussi, par l'action de proximité auprès des populations, de les inviter à dénoncer les auteurs de ces faits qui sont parfois des individus bien connus dans les quartiers. Et donc, nous avons amené récemment des missions de sécurisation. Et pour ce mois de décembre qui est en cours, et les forces armées nationales sont mobilisées en appui aux forces
donc, de sécurité publique que sont la gendarmerie et la police nationale pour poursuivre ces opérations de lutte contre le banditisme et la grande criminalité, parce que les chiffres que nous avons pu connaître au cours de cette année 2015 montrent que le phénomène est croissant et nous sommes conscients de cela. Alors, général, on sait également qu'il y a des troupes étrangères qui sont basées actuellement au Burkina Faso, en tout cas une présence qui est dénoncée par un certain nombre d'acteurs de la société civile. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les troupes qui sont actuellement, les troupes étrangères qui sont actuellement présentes au Burkina, et puis qu'est-ce qui justifie cette présence-là? Et cette présence des troupes des pays amis et des partenaires stratégiques du Burkina Faso est justifiée par la pleine conscience que nous avons qu'aucun pays aujourd'hui ne peut de manière autonome assurer donc sa sécurité. Et nous voyons donc en Europe, ce partenariat est établi entre les pays et donc la communauté donc, de l'Union européenne. Nous voyons aussi en Afrique, dans certaines zones où ce genre de partenariat existe, effectivement au Burkina Faso, nous avons des partenaires du Burkina Faso, des pays amis qui sont là et qui nous accompagnent, qui partagent avec nous l'expertise pour les missions de sécurisation et dans la bande sahélo-saharienne. Bon, c'est le cas donc en effet de la France, et le cas de la France, et ceci correspond à un choix, l'autorité politique, et rassurez-vous que cela ne va pas contre les intérêts fondamentaux du Burkina Faso, mais cela participe en tout cas aux besoins de la coopération internationale. Mon général, les institutions républicaines, disons, du public, anciennement, dont la sécurité était anciennement assurée par les militaires, sont aujourd'hui progressivement en train d'être récupérées par la police et la BAC. Alors, cela répond à quoi? Non, depuis donc notamment septembre 2015, c'est vrai que nous avons procédé à une répartition donc, de certains postes sensibles et qui ont été confiés à la police parce que les forces armées nationales sont aujourd'hui déployées davantage le long des frontières. Frontière nord, frontière ouest. Et donc, et ceci nous a mené à céder à la police nationale des postes que nous estimons que ces unités de la police ont les compétences et les capacités pour assurer avec efficacité la protection de ces points sensibles. Général, vous avez évoqué tantôt le concept donc, de G5 Sahel. Oui. On a vu donc ces réunions qui se sont tenues ça et là. Aujourd'hui, que représente ce G5 Sahel-là et véritablement quel est donc en tout cas son apport pour la lutte contre les menaces actuelles, notamment liées donc au djihadisme? Voilà. Le G5 Sahel est une organisation qui regroupe 5 États de la bande sahélo-saharienne, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad. Et donc, depuis donc, le processus de Nouakchott en février 2014, et dans ce processus, il est prévu un volet sécuritaire. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce volet sécuritaire, les chefs d'état-major des 5 pays membres se réunissent semestriellement pour faire une évaluation donc, des efforts en matière de lutte contre le terrorisme et aussi, surtout, dynamiser le partage et l'échange en matière de renseignement, procéder à l'organisation d'opérations conjointes, notamment dans les zones transfrontalières. Voici, en tout cas, au nom du G5, le volet sécuritaire qui permet au chef d'état-major d'avoir ces rencontres. Et donc, des officiers de liaison sont parfois envoyés en contact avec les pays partenaires pour dynamiser donc, ce partenariat stratégique. Si je comprends bien, ce G5 Sahel est opérationnel. Ce G5 Sahel est effectivement opérationnel. Et au cours de cette année, donc, ces 12 mois qui viennent de s'écouler, le Burkina Faso est organisé conjointement avec les pays voisins
et des opérations réelles dans le nord du Burkina Faso. Et donc, nous avons une opération actuellement en cours depuis maintenant plus d'un mois, depuis plus d'un mois, presque 2 mois, avec le Mali dans la partie ouest et la partie nord-est. Donc, c'est le volet sécuritaire du G5 Sahel est effectivement opérationnel et sur le terrain, il y a des résultats concrets. En général, c'est bientôt la fête de fin d'année. Oui. Les Burkinabés ont besoin d'aller et venir dans la quiétude. Oui. Au plan sécuritaire, qu'est-ce qui est fait pour rassurer les Burkinabés? Au plan sécuritaire, et en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, nous avons un cadre de concertation et donc qui réunit tous les directeurs généraux des corps paramilitaires et les chefs d'état-major pour partager ensemble les préoccupations en matière de lutte contre l'insécurité, contre le banditisme et la criminalité transfrontalière. Et nous mettons l'accent sur les contrôles dans les postes frontaliers et les contrôles sur les axes routiers, et ce cadre nous permet d'échanger les renseignements. C'est vrai, nous sommes au mois de décembre et nous voulons en tout cas rassurer les populations et des efforts que nous allons continuer à déployer pour assurer la sécurité, assurer la protection en tout cas de leurs biens et assurer leur protection. Et nous les invitons aussi en même temps, en tout cas, d'avoir le réflexe de communiquer aux personnes des forces de défense et de sécurité en toute partie du territoire, en tout cas des renseignements, la présence suspecte d'individus, des faits ou des gestes et qui, lorsqu'ils ne sont pas très tôt pris en compte, peuvent donner lieu, en tout cas, à des conséquences graves pour la sécurité des populations. Général, autre point qu'on va aborder, la sécurisation des élections. Oui. Vous avez parlé tantôt donc de ce cadre de concertation qui réunit donc l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des forces paramilitaires. On a vu ce dispositif impressionnant donc qui a été mis en place pour en tout cas sécuriser le scrutin. Alors, quel bilan on peut en tirer, général? S'agissant donc de l'organisation des élections couplées législatives et présidentielles, effectivement, donc nous avons été instruits par le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, et sous en tout cas la conduite du ministre délégué donc à la sécurité pour mettre en place ce dispositif-là. Et durant tous les mois qui ont précédé les élections, nous avons des réunions périodiques pour sécuriser d'abord le territoire national et sécuriser tous les sites donc retenus pour les bureaux de vote. Et en cela, effectivement, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui était le président de cette commission, et secondé par le directeur général de la police nationale, donc se sont investis dans les agglomérations urbaines et dans tous les sites retenus pour les bureaux de vote à travers le territoire national. Et s'agissant donc des forces armées nationales, et nous nous sommes investis pour avoir un meilleur contrôle des frontières, avoir un meilleur contrôle, en tout cas des zones frontalières, pour éviter que ces élections ne soient perturbées par des attaques ou des incidents quelconques qui pourraient nous distraire. Donc c'est ce qui a permis, en tout cas, de réussir ces élections et réussir la sécurisation de ces élections. Je voulais donc saisir cette opportunité et pour féliciter et non seulement les militaires et les paramilitaires en activité, mais aussi les militaires à la retraite qui ont été sollicités et qui ont fait preuve de civisme et de patriotisme et pour aller parfois dans les localités éloignées, en tout cas de leur lieu de résidence, pour participer à la sécurisation de ces élections. Alors on a vu, comme vous l'avez dit, donc la police, la gendarmerie, alors les militaires, mais également par exemple les forestiers et puis en tout cas les autres forces paramilitaires donc, qui étaient en tout cas, qui travaillaient la main dans la main. Est-ce que c'est la nouvelle vision? Est-ce qu'on s'oriente désormais vers en tout cas cette mise en commun des efforts et des militaires et des paramilitaires? Parce que bon, c'est pas très courant. C'est vrai. Et donc c'est vrai que depuis longtemps, avant que je me prenne fonction, et nous avons souvent organisé des activités sportives avec les forces de défense et de sécurité, des activités annuelles relatives soit à la coupe du ministre de la Défense, soit la coupe du chef d'état-major général des armées, associés, ont toujours associé, bien avant ma prise de fonction, les corps paramilitaires. Bon,
les circonstances que nous avons connues depuis donc, octobre 2014 en particulier nous ont amené en tout cas à développer donc, cette collaboration avec les corps paramilitaires, et nous sommes conscients que tout citoyen donc, doit considérer la sécurité comme le premier bien, parce que sans la sécurité, il ne peut pas avoir de conditions favorables au développement, aux activités socio-économiques. Et les corps paramilitaires, donc constitués par des hommes et des femmes qui reçoivent cette formation, et sont ceux avec lesquels nous pensons, en tout cas, développer ce genre de coopération et ce genre de collaboration, parce que nous savons que ces personnels sont conscients de leur mission, ils sont conscients des risques que cela comporte cette mission et qui leur sont confiés. Et nous allons, comme vous l'avez dit, travailler à renforcer ces relations afin que, en tout cas, nous puissions réussir nos missions, les missions de sécurité, en tout cas, des populations, de protection des populations. Et en ce qui concerne le fort défense, bien sûr, et notre mission est celle de défendre, défendre l'intégrité du territoire et donc défendre la souveraineté contre toute menace, en toutes circonstances, au moyen des armes. Et pour assurer ces missions, je reviens encore une fois, il y a cette question des moyens qu'il vous faut. Oui. Mais vu de l'extérieur, on a comme l'impression que l'armée est budgétivore. Les forces armées nationales, vous savez que dans la vie d'une nation, il y a deux préoccupations majeures, je pense. La sécurité et le développement. Sans sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Et vous avez vu combien donc la nation a été éprouvée durant tous ces mois passés, lorsqu'il y a eu des problèmes de sécurité. C'est vrai, les équipements militaires sont des matériels qui coûtent cher. Et ça, ce n'est pas du fait, en tout cas des militaires burkinabés, c'est la réalité, en tout cas de l'économie, donc à travers le monde. Et en ce qui concerne le Burkina Faso, sachez que nous ne sommes pas plus équipés que, en tout cas, les autres pays qui nous environnent. L'État fait l'effort, en tout cas, de nous équiper des moyens qui nous permettent d'assumer et remplir nos missions avec efficacité. Et voici ce que je peux dire sur cette question. Alors, le Burkina Faso également, les soldats burkinabés sont déployés aujourd'hui sur plusieurs théâtres du pays pour des missions de maintien de la paix. On a l'impression aujourd'hui que l'expertise burkinabé en la matière s'exporte bien. C'est vrai, depuis maintenant 2009, le Burkina Faso a engagé plus de 10 000 hommes et femmes, bien sûr, dans les opérations de soutien à la paix, donc à travers l'Afrique. Et donc, ces années d'opération ont permis de générer beaucoup d'expertise parmi les personnels. Et donc, nous avons aujourd'hui des personnels qui occupent des postes importants dans le système des Nations Unies, notamment dans le département des opérations de soutien à la paix. Certains, donc, de manière permanente, se sont libérés des obligations de l'armée, et certains toujours en activité occupent des postes aussi importants dans certaines missions, comme en République démocratique du Congo, en RCA, au Soudan, au Mali, au sein de la MINUSMA, et aussi en Guinée-Bissau. Donc, voici donc, en tout cas, et tout le bien que nous tirons aussi de ces opérations de soutien à la paix, qui, avant tout, sont l'expression de la volonté politique du pouvoir exécutif du gouvernement, et pour apporter la contribution Burkina Faso à la résolution des crises à travers le monde. Et nous réjouissons que ces différentes opérations permettent à nos personnels d'une manière générale, au personnel militaire du rang, aux sous-officiers, aux officiers, d'accroître leurs aptitudes, d'accroître leurs compétences et en tout cas d'être encore plus efficaces pour remplir les missions intérieures. Au Mali, visiblement, le Burkinabé semble aux avant-postes. C'est vrai, au Mali, nous avons actuellement 2 bataillons qui sont déployés et nous apprêtons à déployer une unité gendarmerie. Voilà, et le commandement du secteur ouest
est tenu par l'un des nôtres. Et à l'état-major d'aménagement à Bamako, nous avons en tout cas un nombre en tout cas significatif de personnel, donc burkinabé des forces armées nationales qui occupent des postes au sein de l'état-major. Bon, le Mali est un pays voisin, un pays frère, et c'est ce qui a justifié en tout cas la volonté politique en tout cas du Burkina Faso, en tout cas d'apporter son secours à ce pays, et parce que la sécurité, la paix au Mali nous concerne de même. En général, dans la même veine, j'allais demander, est-ce qu'avec la crise que le Burkina vient de traverser, l'armée burkinabé a encore des moyens et des ressources humaines pour assurer ces missions onusiennes-là? Et s'agissant donc des missions onusiennes, elles ont commencé donc depuis 2009, et jusqu'ici, en tout cas, elles n'ont pas un impact négatif sur les forces armées nationales en s'agissant donc des missions intérieures. Et du reste, nous avons eu à tenir l'an dernier un conseil d'administration du secteur ministériel, un CACEM, qui a fait un bilan des ESP. Et au cours donc, des travaux de la commission de réforme qui a été mise en place, ce sont des sujets qui feront l'objet encore d'études pour donc parvenir à la juste proportion des moyens qu'il faut donc mettre à profit des opérations de soutien à la paix, et ceux aussi qu'il faut donc retenir sur le territoire national afin d'assurer nos missions sans qu'il n'y ait pas, en tout cas, d'interférences négatives. Sur les missions onusiennes, le choix des hommes, ce n'est pas toujours évident. On entend parfois des plaintes quant aux critères de choix. On parle de deal. S'agissant donc de la génération des forces, c'est-à-dire le processus qui permet de désigner donc, les personnels pour les contingents, il y a des critères objectifs qui sont bien connus et qui ont fait l'objet de notes de service ou de directives du chef d'état-major général des armées, s'agissant donc de l'aptitude physique, critères d'aptitude physique, les conditions d'âge et donc les conditions d'aptitude et de compétences professionnelles, et qui sont des critères bien connus et des personnels en vue donc de la désignation pour les opérations de soutien à la paix. Il peut arriver qu'un militaire, pour une raison ou une autre, ne soit pas désigné à un moment où il souhaitait déployer parce qu'il y a des nécessités de service qui veulent aussi qu'il soit là pour assurer sa mission. Mais soyez rassurés qu'au niveau du commandement, dans la chaîne de commandement, des efforts sont faits pour que la participation aux opérations de soutien à la paix soit rotative pour permettre à tout militaire de prendre part à ces opérations. Et s'agissant des deals, bon, nous avons parfois entendu dans la presse, lu dans certaines presses, des allégations mensongères dont le but est de nuire à l'image des forces armées nationales, notamment concernant donc les primes donc, qui sont reversées au personnel. Et donc je tiens en tout cas à affirmer que tout ce qui est dit relativement à cela, et le Burkina Faso est l'un des rares pays, en tout cas en Afrique, qui reverse donc aux militaires revenant donc les militaires participant aux opérations de soutien à la paix, la part des indemnités spéciales qui sont versées en fait au Burkina Faso par ces différentes missions. Voilà, donc il n'y a aucun deal s'agissant donc en tout cas des droits des hommes et des femmes qui prennent part aux opérations de soutien à la paix, et tout cela relève en tout cas des allégations qui sont parfois développées comme nous en voyons dans d'autres domaines et dans certaines presses. Général Zagré, on sait que malheureusement l'accomplissement de ces missions-là occasionne souvent des pertes. Voilà, au-delà de l'émotion que cela génère, on l'a vu au Mali notamment, qu'est-ce qui est fait pour les familles, en tout cas de ces hommes, en tout cas qui sont tombés sur le champ de combat? C'est vrai, parlant du Mali, en tout cas nous avons perdu en août dernier des hommes au cours d'une embuscade. Et c'est lieu pour moi en tout cas de saluer la mémoire de tous ceux, nos frères d'armes, qui sont tombés, en tout cas, et qui ont payé de leur vie, en tout cas sur ces différents théâtres des opérations de soutien à la paix. Et nous compatissons
aux douleurs des différentes familles. Et bon, s'agissant donc des différentes missions, c'est vrai, lorsqu'il y a un cas de décès, il y a une procédure donc d'indemnisation qui est mise en œuvre soit par l'ONU, soit par l'Union africaine, et dans le cas où même la CEDEAO, lorsque donc des cas de décès surviennent. Bon, s'agissant donc de cette procédure, bon, les ayants droit sont attributaires de ce que l'ONU ou l'Union africaine, en tout cas, apporte comme soutien aux différentes familles. Donc, voici les dispositions qui sont prises. En général, au vu des événements récents qui se sont passés au Burkina Faso, et vu le rôle que l'armée a joué auprès des populations, est-ce que l'image de l'armée s'est vite renforcée au niveau international? C'est vrai, et que le rôle joué par les forces armées nationales et à la survenue de ce putsch, et qui a montré les militaires conscients de leur rôle, les militaires conscients donc de leur place, leur rôle en tant que force pour préserver la souveraineté donc nationale et donc assurer la protection des personnes et des biens, donc se subordonner à l'autorité politique, est un rôle qui a été donc salué par beaucoup de partenaires, d'amis du Burkina Faso, qui sont aussi bien à l'intérieur, les partenaires internationaux qui sont là, que donc par les organisations internationales, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, et donc cela nous réconforte, cela nous réjouit, cela nous rassure du choix que nous avons fait, effectivement, en tout cas de l'interdiction pour les militaires, en tout cas de s'engager dans les partis politiques et de travailler à affermir notre vocation militaire pour donc bâtir une armée républicaine au service de la nation. Donc cela nous convainc dans notre choix et dans cette directive, et du reste que j'ai donné dès ma prise de commandement le 1er décembre 2014, donc l'affirmation de la vocation militaire au service d'une armée républicaine pour le bien de la nation. Donc nous prenons ça comme un encouragement et nous allons nous investir à ce que ces valeurs puissent s'approfondir, en tout cas dans le comportement, la conduite de chaque militaire. Alors, général, cet entretien est en train de tirer à sa fin. Peut-être un dernier sujet, le Burkina face à un nouveau président, en tout cas qui va certainement donc être investi dans les jours et les semaines à venir. Chaque composante de la société a ses attentes et en tout cas il affiche clairement qu'est-ce que l'armée attend du prochain président. Et c'est vrai, je voudrais en tout cas formuler en tout cas mes vœux de plein succès, en tout cas aux nouvelles autorités qui iront en charge, en tout cas la conduite des affaires du Burkina Faso, des vœux de succès. Et donc j'ai eu à suivre en tout cas le président Roch-Marc Christian Kaboré au cours de cette période qui a précédé donc son élection et même après. Et c'est vrai, nous avons donc la commission chargée de la réforme des forces armées nationales et qui a commencé ses travaux. Et les attentes s'agissant des forces armées nationales, c'est de nous accompagner dans la conduite de cette réforme et que nous estimons en tout cas indispensable pour permettre aux forces armées nationales, en tout cas, d'approfondir leurs valeurs républicaines, d'accroître leurs capacités et donc opérationnelles, et que de pouvoir donner au terme de ce processus l'image d'une armée soudée, une armée donc fondée sur les valeurs républicaines et donc en conformité avec les ambitions et les défis que le nouveau régime conçoit, et que notre armée aussi soit l'objet de fierté nationale, comme nous avons pu le constater avec le retour des unités conduites par les chefs de corps des différentes garnisons. Nous avons pu voir en tout cas cette liesse avec laquelle en tout cas les populations ont accueilli donc, ces militaires. Donc je pense que notre attente, c'est d'abord l'accompagnement et en tout cas des forces armées nationales dans cette réforme.
Et la seconde attente, c'est donc, comme vous l'avez dit, donc accroître donc, les capacités opérationnelles des forces armées nationales par l'acquisition de moyens adaptés aux menaces. Et la troisième attente est celle, en tout cas, de la réalisation d'infrastructures dans les casernes et pour accroître aussi la disponibilité des militaires dans la conduite de leurs missions et ce qui va aussi avoir pour effet d'accroître leurs performances. Voici les trois attentes, en tout cas, que nous formulons et que je formule en tant que chef d'état-major général des armées à l'attention des autorités nouvellement élues et à qui, en tout cas, j'adresse tous mes vœux de plein succès. Les attentes, peut-être aussi, mon général, c'est peut-être moins de généraux parce qu'on commence à en avoir beaucoup, une bonne dizaine. Le Burkina Faso, dans la sous-région, est le pays qui compte le moins de généraux, si vous ne le savez pas. Voilà, donc, l'accession et la promotion d'un officier dans le grade, au grade de général relève, j'ai dit, du pouvoir discrétionnaire du président du Faso. Et donc, la nomination au grade général correspond à des besoins pour remplir des missions, pour remplir des fonctions. Et je tiens à réaffirmer que le Burkina Faso est l'un des pays, en tout cas le pays qui compte moins de généraux dans les pays, en tout cas en comparaison avec ce que nous connaissons dans les pays voisins. Est-ce qu'on en a véritablement besoin? En général, c'est aussi pour un objectif précis, un commandement précis. Est-ce qu'on en a besoin, le Burkina en a besoin? Bon, c'est vrai que lorsqu'on entend parfois certains parler des généraux, un général n'est pas un super-homme. Un général n'est pas donc un militaire différent des autres. Un général est avant tout un serviteur de l'État, un soldat. Donc nous avons le statut des militaires et l'armée, au sein des forces armées nationales, les militaires sont identifiés par des grades, il y a une hiérarchie des grades. Depuis le grade du caporal, qui est le premier grade, et nous avons les soldats de deuxième classe, première classe, caporal jusqu'au grade du caporal-chef. Nous avons la hiérarchie des grades pour les sous-officiers, nous avons la hiérarchie des grades et pour les officiers. C'est vrai que lorsque l'on parle parfois du grade général, les gens ont l'impression de voir quelqu'un qui est sur les étoiles parce que le général porte des étoiles sur ses épaulettes. Mais rassurez-vous que le général est avant tout un serviteur de l'État. Un serviteur de l'État, donc il n'y a pas lieu à imaginer autour de ce grade. En tout cas, ce qui n'est pas la réalité. Et donc, en outre, tous les généraux qui sont désignés ne sont pas le président du Faso pour accomplir des missions pour servir la nation. Voilà, général, je crois que ça va être certainement le mot de la fin, cet entretien donc, qui arrive à son terme. Gérard Koulibaly, Boukari Zouanga ou Benguebré, je crois que nous allons remercier une fois de plus le général Père Noma Zagré, chef d'état-major général des armées, pour sa disponibilité. Et puis donc, vous souhaitez en tout cas plein succès également dans vos missions. Voilà. Je voudrais en tout cas, au terme de cet entretien, une fois de plus, vous renouveler notre gratitude. Et permettez-moi en tout cas de rendre grâce à Dieu, et dont nous avons vu l'intervention, en tout cas durant cette année de la transition, et notamment pendant donc la conduite des opérations, et donc la conduite des opérations qui ont permis en tout cas de parvenir à la réduction du régime de sécurité présidentielle et d'éviter que notre pays ne sombre dans un chaos, dans une insécurité généralisée qui aurait en tout cas constitué un frein réel pour la transition. Donc je rends grâce à Dieu pour cela et je saisis l'occasion aussi pour témoigner ma gratitude à tous ceux et toutes celles, en tout cas qui de diverses manières m'ont soutenu, ont soutenu les forces armées nationales, ont eu confiance en tout cas à la stratégie que nous avons et que nous avons développée. Donc stratégie en tout cas de non-affrontement pour résoudre la crise avec le respect, parce que j'en étais convaincu que c'était possible en tout cas de parvenir à une telle issue. Donc je vous remercie et je prie que Dieu continue à accorder sa grâce au Burkina Faso et que nous terminons l'année 2015 en toute sérénité et que nous ayons en tout cas les ressources
pour répondre aux nombreuses attentes des populations, les attentes de la jeunesse qui sont nombreuses, et les attentes en tout cas des travailleurs du monde rural et comme ceux des différentes villes. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen, Gérard. Je crois que ça va être le mot de la fin. Voilà, mesdames et messieurs, cet entretien spécial avec le chef d'état-major général des armées arrive donc à son terme. Merci pour votre attention. Et tous mes collègues donc, vous souhaitent une bonne suite de programme.